Je pense que c'est plus intéressant d'échanger avec la salle, mais en tout cas, vraiment, merci infiniment. Je suis ravie d'être ici parmi vous ce soir. Pour rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait de devoir extirper en fait, des mots, c'est vrai que je pense que c'est faire parler les siens, en fait, c'est jamais aisé. Et surtout quand les siens considèrent voilà, qu'ils sont des petites gens et que leur vie, leurs propos n'a pas forcément d'intérêt. Et je pense pas que ce soit propre en fait aux ouvriers immigrés maghrébins. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve en fait chez beaucoup de gens. Et j'ai eu l'occasion, notamment lorsque le documentaire, je vous en dirai quelques mots, est sorti et qu'on a fait qu'on a rencontré des descendants de mineurs, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans l'Est, etc. Et des descendants de mineurs polonais, belges, espagnols, italiens, et en fait on a ces mêmes problématiques, ou même franco-français. Et donc c'était intéressant effectivement de travailler sur ces résistances et d'essayer de faire comprendre en fait à mon père, mais aussi à ma mère, qui n'est pas trop présente dans le livre parce que c'est devenu un livre de gars. Voilà, donc quand elle était encore de ce monde, moi l'idée c'était vraiment d'essayer de recueillir en fait leurs paroles, parce que j'ai eu un petit choc donc, quand je suis arrivée à l'université la première fois à 18 ans. Je me retrouve en cours de sociologie du travail, et donc on me parle du livre L'Établi. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut rappeler en quelques lignes ce que c'est, mais en tout cas Robert Linhart fait partie de ces intellectuels qui se sont établis en fait au sein d'usines pour essayer de comprendre en fait en gros la condition ouvrière, et donc en faisant de l'observation participante, c'est en se faisant passer eux-mêmes ou elles-mêmes pour des ouvriers et des ouvrières. Et en fait il décrit ce que c'est qu'être un ouvrier à la chaîne, et il raconte notamment les discriminations que peuvent subir les ouvriers d'origine maghrébine ou noirs. Donc en gros les maghrébins sont sous les blancs et les noirs en fait sont sous les maghrébins. Je caricature. Et en fait j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte que je connaissais absolument rien de la vie professionnelle de mes parents. Et que en fait je connaissais non plus pas grand chose en fait de leur arrivée en France. Et c'est notamment, donc il y a les non-dits, il y a les silences, il y a la pudeur, mais il y a aussi le fait que moi je suis un peu l'accident, je suis la dernière de la famille, j'étais pas trop prévue, l'accident heureux, mais voilà, et donc il y a une grosse différence d'âge. Donc moi mon père je l'ai toujours connu à la retraite, quand j'étais au collège il était à la retraite, il était en pré-retraite, et d'une certaine manière tant mieux, parce que il a moins souffert en fait au travail, et d'ailleurs il se considère comme un privilégié, mais après quand je lui rappelle qu'il a quand même passé un peu plus de 8 ans dans le fond et qu'ensuite il a été OS aux presses, etc. Il me dit oui, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai donc voilà, c'était mérité finalement. Entre 300 mètres et 800 mètres de profondeur. Exactement, ouais. C'est vrai que quand j'ai récupéré notamment une de ses cartes professionnelles de l'époque, en fait mon père a toujours été dans le fond. Et d'ailleurs c'est une caractéristique qu'on retrouve chez tous les mineurs marocains, c'est qu'en fait, je reviendrai plus tard, mais ils ont occupé en fait uniquement les postes de fond. Et les postes d'abattage, donc c'est vraiment les postes les plus compliqués, parce qu'en fait on nous a fait venir pour fermer les mines, donc voilà, je reviendrai dessus un peu plus tard. Et donc voilà, cette rencontre à l'université en fait avec Linhart, ces questionnements en fait qui ont commencé à jaillir, je me suis dit en fait il faut absolument que je pose plus de questions aux parents là, parce que là c'est pas normal quoi. Et je me suis aussi rendu compte dans mes lectures qu'il y avait déjà pas grand chose en fait, enfin il y a des choses, mais pas tant que ça au regard en fait du poids et de l'apport en fait des ouvriers de ce pays, mais pas que, même d'Europe, etc. Sur leurs conditions, et encore moins de choses en fait sur les ouvriers d'origine maghrébine, et encore plus en fait sur ceux qu'on appelle la seconde génération, donc celle de mon frère, qui sont nés, qui ont grandi ici. Et donc au départ il n'y avait absolument pas l'idée de faire un livre, donc je vous dis, j'avais 18 ans, je découvrais Paris, l'université, et donc mais voilà, cette idée-là, je discutais avec mes parents, a fait son chemin, et donc au moment donc, des réseaux sociaux, je me dis j'ai commencé un petit peu, comme je blogue sur d'autres sujets, je peux commencer un petit peu à raconter, à partager leur histoire. Je crée une page Facebook qui s'appelle Notre Histoire de France. Et où je raconte en fait à deux voix l'histoire de mes parents, donc leur arrivée, donc lui, elle, parce qu'il y a peu de récits d'hommes maghrébins, mais encore
encore moins de récits en fait de femmes. Il y en a quand même, hein, parce que je veux pas non plus dire que rien n'a été fait et que je suis venue et que j'ai tout révolutionné, absolument pas. Mais donc voilà, c'était intéressant pour moi de faire ça. Et donc petit à petit, voilà, bon, cette page, je l'alimente de temps en temps, mais je fais beaucoup d'enregistrements. Parce que je me dis, bon, bah, mes parents sont pas tout jeunes, et puis ils risquent de partir un jour ou l'autre. Et bon, bah, de toute façon, au pire, c'est peut-être juste un kiff que je me fais. Et bon, on est une famille nombreuse, il y a des petits-enfants. Ça servira toujours en fait à l'un de nous d'en savoir un peu plus en fait sur leur vie. Et en fait, une rencontre voilà, par hasard avec une amie d'amis qui s'avère être journaliste, donc Ariane Chemin du Monde, qui s'intéresse en fait à un monsieur qui s'appelle Félix Morat. Donc Félix Morat, donc elle... Tu en avais entendu parler de ce Félix Morat? Ah, moi j'avais carrément écrit en fait sur lui, donc j'avais fait une petite chronique où je dis bah voilà Félix Morat, donc qui c'est, donc c'est en fait un ancien... C'est ton père qui te l'apprend. Oui, donc moi mon père me dit bah moi Oshkir c'est de Morat, donc je suis venue avec Morat. Donc déjà Morat, je dis d'accord, mais Morat, donc je commence à essayer d'avoir la bonne orthographe, je tape le nom M-O-R-A sur Google, donc je tombe sur quelques archives, notamment de l'INA, mais pas que. Et je tombe surtout sur un article d'une historienne publié dans le Monde diplomatique qui le qualifie de négrier des ouillères. Et donc là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me dis quoi, mon père en fait a été un esclave. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Parce que moi, mon père, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, en fait, il y a un monsieur, un recruteur qui est venu, en fait, un crieur, parcourait les villages du Souss. Donc c'est une région en fait du sud en fait, du Maroc, je sais pas si vous connaissez un petit peu Agadir, en dessous de Marrakech. Et en fait, ils annonçaient dès la fin des années 50, en fait, on cherchait des jeunes hommes pour aller travailler en France. Sans trop de détails, ils ne savaient pas trop de toute manière, parce qu'il faut avoir en tête que mon père et ses comparses, en fait, sont des paysans qui viennent de contrées très enclavées, qui sont des contrées pas toujours très, comment dire, un peu hostiles au niveau en fait de la météo, des opportunités en fait ouais, agricoles et donc en fait qui vivent de manière très spartiate, qui sont pauvres, qui ont même connu en fait par moments la famine. Donc c'est des gens en fait ouais, qui vivent très simplement, qui sont jamais sortis de leur bled pour aller dans d'autres bleds à côté, mais qui n'ont jamais connu la grande ville, qui sont amazirs, enfin, ouais, amazirs, donc on a les Arabes, et les amazirs, donc on les appelle les berbères, mais de manière impropre. On dit les amazirs, donc ils sont pas qu'au Maroc, ils sont aussi en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Niger même, en Mauritanie. Et donc dans cette région-là, on les appelle les Chleux. Et ils ne parlent que Tachléhit. Ils ne parlent pas... beaucoup en fait ne parlent même pas l'arabe marocain. Et je ne vous parle même pas de l'arabe standard, littéraire. Et donc voilà, ils vivent leur petite vie simplement. Donc moi, mon père était berger. Donc un berger pas au top, parce qu'il perdait des bêtes, mais bon, en même temps, il avait 10 ans. Et donc, moi, il me dit, bon voilà, moi j'étais un bon à rien, hein, je savais pas trop, j'étais le dernier, mais qui a eu une vie dure, il est orphelin de mère très jeune, et il n'a connu sa mère qu'agonisante. Donc voilà, mais pareil, avec beaucoup de pudeur, et puis absolument pas de plainte. Voilà, pour lui c'est normal en fait, il a vécu ce que d'autres ont vécu, et lui encore, il a eu la chance, il n'a jamais été amputé, il n'a pas connu de maladie particulière, même s'il était très affaibli. Il était pas très épais. Oui, c'est ça. Et voilà. Et tu le décris au moment où Morat vient prospecter. C'est ça. Et donc Morat vient. Donc lui il dit bon je vais aller voir Morat. Et donc il y a un de ses oncles paternels qui lui veut postuler, mais qui est donc il est proche des 40 ans. C'est costaud, il est costaud, et il est connu d'ailleurs pour être un bel homme. En plus moi je l'ai jamais connu, mais mon frère me dit c'était un bel homme, il était charismatique. Et il lui dit mais non Morat veut des hommes, toi t'es qu'un gamin et puis t'es tout frêle en fait. Et donc mon père dit non moi je vais y aller, et donc il en parle à son père qui ne le prend pas trop au sérieux. Et donc quand en revanche son grand frère à lui, donc à mon père qui s'occupait un petit peu du foyer, de tout, des champs, des bêtes, qui lui était vraiment une force de la nature. Moi, j'ai souvenir de mon oncle en fait qui a toujours été
fort. Et donc lui il dit, moi aussi je veux postuler. Et là mon grand-père dit, non, toi tu restes ici, j'ai besoin de toi en fait. Si tu pars, j'ai plus rien en fait. J'ai plus de bras, voilà, c'est très cynique, hein, c'était ça quoi. Et donc mon père y va, donc personne ne le prend au sérieux, et donc il arrive donc, à Tallinn, une ville que tu connais. Et donc en fait on leur demande, donc je n'ai pas que le témoignage de mon père, parce que donc j'ai fait un travail un peu plus, pardon, encore une digression, une petite parenthèse. Donc il y a une autre histoire de France, mais il y a aussi un documentaire qui est sorti quelques mois avant, qui s'appelle donc La vie devant nous, qui a d'abord été diffusé sur Arte et qui est a priori encore aujourd'hui sur la chaîne parlementaire. Oui, il est passé le 3 mai sur la chaîne parlementaire et le 29. Alors, surveillez les programmes, peut-être qu'il va repasser sur la chaîne parlementaire. Oui. Souvent, il repasse. Et où je raconte l'histoire de mon père, mais pas que. Je suis partie rencontrer en fait d'autres mineurs comme lui qui ont connu donc, la mine. Et donc, ça fait le lien avec... le recrutement, donc mon père y va, donc on leur demande, et donc ça c'est son témoignage, voilà, je l'ai retrouvé chez d'autres qui ont vécu la même chose au même moment dans des villes ou des préfectures différentes, parce que c'est organisé en fait en préfecture, et en fait on leur demande donc de se mettre en ligne, on leur demande de retirer leur haut, je sais pas, chemise ou fourrière, enfin bref, parce qu'en fait on veut voir comment ils sont. S'il y a du muscle, s'ils ont des blessures apparentes, des handicaps. Et en fait, on leur serre même la main. Et on pense d'ailleurs que c'est un geste amical, mais non, en fait, on veut juste voir si c'est des travailleurs, s'il y a des durions. C'est amical. Exactement. Et on regarde même leur dentition, enfin, on regarde vraiment tout. Et donc, ça rejoint l'article de l'historienne qui le qualifie de négrier-nésouillère. Et surtout quand, à un moment donné, on les tamponne. Et donc on leur met un tampon vert pour dire, voilà, bravo, bingo, vous gagnez votre ticket pour la France, sous réserve d'avoir une visite médicale avec des prises de sang, des examens urinaires, etc. bonnes. Et un tampon rouge pour les damnés, quoi. Et c'était vraiment vécu comme ça, en fait. C'était, tampon rouge, c'est la loose, vous retournez au village, en fait, tous les fantasmes, toutes les espérances, en fait, tous les espoirs qu'on avait potentiellement mis en vous, s'envolent. Et donc mon père a ce fameux tampon vert, il comprend pas trop pourquoi, parce que vraiment, il me disait vraiment, enfin c'est beau, hein, j'étais comme un lapin mouillé, quoi. J'étais très épais, il faisait je crois qu'il faisait 54 kilos, un truc comme ça, ou un peu moins. Et donc il finit par avoir ce tampon. Et donc ensuite, il va passer une visite médicale à Agadir, donc la grande ville à peu près un peu moins de 2 heures de son village. Donc première fois de sa vie qui fait plus de 10 km en dehors de son village. Il va dans une grande ville, il va à Agadir. On lui fait une prise de sang, il s'évanouit. Et parce que la première fois de sa vie, il voit son sang. Alors je vous dis, mon père, on n'a pas son âge exact, mais il avait 14-15 ans, hein, donc c'était un enfant. Là, on est en 62 à peu près. En 63. 63. Ouais. Et 15, on n'a pas l'âge exact, il n'y avait pas d'état civil, et on lui a dit t'es né à telle moisson, je sais pas quoi, en même temps que ta cousine, mais elle-même on n'est pas sûr de son âge. Et donc lui c'était un gamin. Et d'ailleurs dans le livre, en fait, je me permets, en fait on voit sa première photo d'identité, et il était, il était absolument pas... là, c'est sa première photo d'identité, et il a un visage juvénile. Et celle-ci, c'est 3 ans après, quand il arrive en France, et donc là, je lui dis, t'as bien mangé, quoi. Et oui, je mangeais à ma faim. Ton père, tu le présentes toujours comme quelqu'un qui était très très à cheval sur les règles, il est très scrupuleux par rapport aux documents, donc sa première photo d'identité, c'est pour le passeport. Exactement, après je pense que c'est pareil, c'est un truc qu'on retrouve chez beaucoup de petites gens qui veulent faire bien les choses, qui veulent pas ne pas respecter les lois, qui savent que ça peut leur retomber dessus, et donc il fait tout bien comme il faut faire, il fait ses examens, il revient au village, on le croit toujours pas, son père en fait n'y croit toujours pas, et il lui dit mais là il faut m'acheter des vêtements, il dit ah d'accord, et donc
il va dans une petite boutique tenue par un cousin éloigné et il lui dit, donc ce cousin éloigné lui dit ah c'est bien, c'est un homme que tu as enfanté, il va te soutenir et son père lui dit non, il est juste en train de me coûter de l'argent, enfin voilà, en gros, puis en plus la tendresse, voilà quoi, c'est en option. Et donc, mon père, donc, jusqu'au bout, il suit le process, quoi, et il finit par véritablement, en fait, voilà, être amené à venir en France. Combien de temps il va s'écouler entre ce moment, le premier contact et le départ en bateau? Oui, c'est vrai, c'était 62, 63, voilà, c'était un an exactement. Voilà. Et donc, par rapport à... Ça dure des mois l'affaire. C'est ça, oui, parce qu'en fait, en plus, on leur dit, on va vous appeler, vous allez recevoir une convocation, préparez-vous, ayez tant d'argent dans vos poches, ayez tel vêtement, donc il faut ramener ça, on leur a donné une liste. Et ce qui est drôle, c'est que mon père, donc, quand il reçoit la convocation définitive, donc il s'en va et il se retrouve coincé 3 jours à Marrakech parce qu'il y a la naissance de Mohamed VI, donc le fils de Hassan II. Et moi je dis, dis donc, en fait voilà, c'est la naissance du nouveau roi qui s'est révélé être en fait encore plus prédateur que son père et qui marque en fait le départ de mon père pour une vie en fait meilleure, en fait une vie en tout cas que son pays ne pouvait pas lui offrir. Et j'interroge notamment en fait la responsabilité de la monarchie marocaine. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans le livre, il y a toujours ce rappel de ce qu'était Hassan II, puis le fils Mohamed VI, et du système, on va dire, social, politique marocain, etc. Et aussi de l'interventionnisme, je sais pas ça comme ça, auprès de la diaspora marocaine en France via la religion. Via la religion, via les mosquées, etc. On en parlera peut-être un peu plus longtemps. Mais moi, je trouvais ça hyper important, en fait, de rappeler que c'est effectivement une histoire française, c'est une histoire post-coloniale, et qu'en France, on a encore malheureusement, en fait, des problèmes, en fait, à assumer. Et quand je dis en France, en fait, la classe politique, parce que les gens, les chercheurs, on pas ce problème-là, c'est des choses qu'on aborde, et donc c'est une histoire française. C'est quand même, les mineurs marocains, c'est plus de 80 000 personnes, et c'est en fait le recrutement de main-d'œuvre étrangère le plus ambitieux en fait de l'histoire du XXe siècle en France. Donc c'est vraiment pas rien. Il y a des historiens, des chercheurs qui se sont intéressés à ce sujet, et moi voilà, c'est pas en tant que... Évidemment, je n'ai pas retiré mes lunettes de sociologue pour écrire ce livre, mais c'est pas un travail en fait de recherche, c'est pas un travail académique. Et justement, c'était pas le but, même s'il est documenté, même s'il est raisonné. L'idée, c'était aussi en fait d'offrir au grand public une parole et surtout en fait l'opportunité de se saisir de ce sujet-là. Et c'était pareil aussi pour le documentaire, même s'il y a eu un travail très sérieux de fait, un travail de documentation, un travail d'entretien. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a permis en fait à ces anciens mineurs de s'exprimer dans leur langue maternelle, parce que, en fait, oui, ils viennent de contrées pauvres et puis ils n'ont jamais été à l'école, mais ils ont passé en fait devant l'école coranique, où ils ont passé un petit temps, et en fait, ils étaient pour la plupart en fait illettrés, et c'était intéressant, voilà, de... Ça tombera pas plus tard. Et c'était intéressant, voilà, de leur donner la parole. Et là aussi, c'était une démarche qui n'était pas en surplomb. Parce que, voilà, le travail des historiens, des chercheurs, et c'est pas moi qui dirais le contraire, parce que c'est mon travail par ailleurs, quand on est un chercheur, chercheuse, évidemment, on a des outils, on raconte des choses, on rend compte de choses, mais quand on donne aussi la parole directement et qu'on a du temps pour le faire, c'est aussi important en fait de donner cette parole-là aux fameux concernés, et ça pose malheureusement problème à beaucoup à des réacs. Mais c'est important en fait d'entendre la parole de ces hommes-là qu'on est venu chercher. Alors, eux, ils sont très contents d'être venus. Et ça, on voit, mon père le dit, mon père me dit que la France, il dit c'est le meilleur pays du monde, les États-Unis c'est zéro, enfin voilà, et il a des arguments, et pareil pour ces comparses qu'on a interrogés dans le documentaire. Il y a notamment M. Cacasse
qui est venu à peu près à la même période que mon père, et quand on lui demande, voilà, on vous a appelé, on vous a considéré un peu comme du bétail, etc., il dit oui, mais moi j'étais content en fait d'avoir ce tampon. Parce qu'en fait, en gros, j'allais avoir une vie meilleure. Oui, une vie de dur labeur, une vie dans le fond, mais en fait, je revenais de loin, quoi. Donc moi-même, quand j'entendais ça, je me disais, ouais, mais quand même, ils abusent. Enfin, ils ont été exploités. En plus, il y a eu pas mal d'histoires après. On s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout logés à la même enseigne. Que comme en fait, on les faisait venir pour fermer les mines, parce que voilà, il y avait une politique de fermeture, parce que le but c'était d'aller ailleurs, en fait, à l'étranger. Toute l'industrie française a connu ça. Pour en fait baisser les coûts, et en gros en plus on leur disait si tu creuses plus, t'abats plus, en fait t'auras plus d'argent, et eux en fait étaient là, jeunes, costauds. Nous de toute façon le but c'est pas de rester ici, parce qu'ils n'avaient absolument pas l'intention de rester en France. Le but c'était de venir, de faire de l'argent, de devenir riche et de repartir au bled. Bon, finalement ils sont absolument pas repartis, certains sont repartis, et certains aussi sont repartis amochés. Et justement, il y a la question aussi du contrat. On leur avait promis en fait un contrat d'embauche. Sauf qu'en fait, ils se sont retrouvés avec un contrat très précaire qui a notamment entraîné le fait que chaque retour au pays, pour des congés, pour la mort d'un proche, bref, plein de raisons, provoquait de nouveau une visite médicale. Et ça, c'était absolument pas prévu. Et qui dit une nouvelle visite médicale, dit en fait potentiellement la détection de problèmes. Donc, élimination des plus faibles. Exactement, donc bout de charbon. Mon père me dit, je sais pas comment j'ai fait 3 voyages au Maroc, et pourtant j'ai reçu des coups de charbon, et j'ai rien eu. Mais il y en a plein en fait, on a pu voir qu'il y avait un début de silicose, donc une maladie des poumons. On a pu voir en fait qu'il avait perdu un doigt. Qu'il avait un œil défectueux après avoir travaillé à la mine, puisque quand il est parti en France, il n'avait pas ce problème-là. Et donc, malgré tous ces problèmes, ces discriminations, la surveillance des ouillères aussi, parce que ça, limite, c'est pas propre aux Marocains. Le système des ouillères, le système paternaliste de la mine, il a été en fait, c'était une prison en fait à ciel ouvert pour tous les mineurs depuis, et puis d'illustres auteurs ont pu en parler, et beaucoup d'historiens spécialistes de la mine en parlent. Donc il y avait un système de surveillance, ce système-là aussi de recruter d'anciens policiers pour assurer ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Félix Maura, en fait, c'est un ancien militaire colonial. Et en fait, quand il y a eu la décolonisation, il a fallu recaser tous ces gens-là, ces fonctionnaires coloniaux. Et donc cet homme-là, on l'a recruté parce qu'on a considéré qu'il avait une bonne connaissance du Maroc. Et d'ailleurs, lui-même, quand vous tapez Félix Maura sur Google, vous allez voir, moi je m'attendais à voir un monsieur charismatique qui faisait peur. Mon père me dit, il nous regardait comme des loups. Mais oui, mon père, c'était un gamin, donc il voit ce monsieur-là, en plus il voit le blanc. Il le voyait comme grand. Ouais, mais en fait, Félix Maura, c'est un petit gros, on le voit, il a un petit accent, et il dit, moi voilà, j'ai recruté, j'ai vu dans les yeux des millions de Marocains, je connais le Sud, et en plus il parcourait le Sud dans sa petite voiture, donc il y avait tout un truc, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, tous les papas disent, on a été recruté par Maura. Bon. Après, je pense qu'il n'y avait pas de nom d'ubiquité, et en fait, Maura, c'était un système, c'était plein de recruteurs. En tout cas, c'était pas le seul, mais c'était sûrement l'un des plus importants et l'un des plus charismatiques. Et d'ailleurs, en fait, la petite magouille en fait, du contrat, c'était lui, et les ouillères aussi, parce qu'il a aussi bon dos, le Maura. Parce qu'en fait, quand il y a eu toutes les mobilisations ensuite, à partir des années 80, pour demander les mêmes avantages en nature, pour demander en fait, pour refuser aussi les propositions qui n'étaient pas du tout justes en fait, qu'on a pu faire à ces mineurs marocains. On a aussi beaucoup rempli en fait la sacoche de Maura pour expliquer tous les dysfonctionnements. Sauf qu'en fait c'était un système. On a juste fait endosser tout un système à un pauvre gars qui lui-même en fait est issu d'un milieu modeste. Et donc voilà, je me suis un peu perdue, pardon. Oui, donc quand on leur demande, ils sont hyper contents d'être venus. Et moi, ce que je trouvais intéressant, que ce soit à la fois dans le livre et à la fois en fait dans le documentaire, c'était de leur rendre un petit peu d'agentivité à ces hommes. C'est-à-dire que,
en fait, même dans les... et ça, beaucoup d'études le montrent, c'est que même dans les situations les plus critiques, les plus compliquées, en fait, il nous arrive quand même de faire des choix, en fait. De faire des choix, de peser le pour, le contre. Après, évidemment, je ne nie absolument pas le poids du déterminisme, le poids des structures, le poids de la reproduction, mais il y a toujours, en fait, une petite marge qui permet de faire des choix, et en tout cas... en m'entretenant avec mon père, avec mon frère et avec ces autres hommes donc, qui sont dans le documentaire, c'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Et c'est intéressant parce que même dans leur profil, là je reviens sur le docu, mais j'en parle un petit peu dans le livre, vous avez par exemple ceux qui à un moment donné ont découvert le syndicalisme et qui en fait, des gens ont une maîtrise du français qui n'est pas du tout la même, parce qu'en fait ils se sont socialisés, ils ont rencontré des hommes et des femmes merveilleux qui voyaient en d'eux des humains et qui en fait voient des humains en plus qui connaissent les mêmes conditions matérielles qu'eux et qui donc les ont défendus, qui les ont intégrés. Et c'est aussi ceux qui sont restés en fait dans le Nord. Parce que moi, mon père, donc en 71, donc il en a marre en fait de cette précarité de contrat qui menace à tout moment en fait, d'être bloqué au pays, quoi. Et en fait, on lui dit, tu sais, à Renault, on embauche. Donc c'est dans les Yvelines, à côté de Paris. Et lui, il dit, s'il y a une vraie embauche formelle, de la stabilité, je viens. Et donc mon père décide de quitter le Nord-Pas-de-Calais, alors qu'il y était très attaché par ailleurs. Il me dit, parce que donc on y est retourné des années après, on y est retourné en voiture, mais aussi en train. Donc on arrive à la gare de Lens, et donc oui, parce que quand il arrive en France, donc il fait Agadir, Casablanca. Casablanca, en fait, il y a un grand bateau qui l'attend qui s'appelle le Lyotet. Je ne sais pas qui est le Lyotet, vous le savez. Donc le premier résident général du protectorat marocain. Et moi je mets des guillemets au protectorat parce que c'était le protectorat pour la famille royale, mais pour les petites gens c'était la colonisation. Et parce qu'en gros, c'est vrai que la guerre d'Algérie en fait a été plus longue, plus spectaculaire en fait. La colonisation algérienne et la guerre d'Algérie, mais au Maroc, on le sait peu, il y a eu en fait beaucoup de choses, il y a eu des massacres, il y a même eu ce qu'on appelle cyniquement la guerre de pacification du Maroc, il y a eu des bombardements au gaz moutarde dans le Rif, et ça c'était avec la France de Pétain, l'Espagne de Franco et les ancêtres de Mohamed VI et de Hassan II, donc ça c'est pour ça que c'est important de le rappeler parce que ce sont des acteurs eux aussi coloniaux, et c'est vrai que des fois je me prends un petit peu la tête avec des connaissances antiracistes qui me disent non mais la responsabilité de la France, je dis oui, la responsabilité de la France, je dis mais c'est un acteur colonial en fait, la famille, là oui, donc moi je veux bien en fait qu'on questionne la responsabilité de la France, et en plus quand on dit la France c'est quoi, c'est qui, c'est la France de qui, c'est la France du Conseil national de la résistance, c'est la France de Louise Michel, la France de Pétain, enfin la France de qui. Et donc, c'est encore plus aujourd'hui parce que, effectivement, on a encore, malheureusement, aujourd'hui en 2023, des problèmes en fait, sur ces questions d'identité, de racisme. On a en fait l'extrême droite, elle est même plus à nos portes, elle est à l'Assemblée. On a en fait régulièrement toujours les mêmes débats en fait, qui se répètent. On a des lois encore qui se préparent sur ces questions de qui sont les bons immigrés, qui sont ceux qu'on veut pour travailler ou pas. Et en fait, l'histoire en fait, se répète un petit peu, quoi. Et on a malheureusement en fait, les pays d'origine. Donc moi je parle particulièrement du Maroc, parce que par ailleurs, dans mes objets de recherche concernant les réseaux sociaux, les algorithmes de réseaux sociaux, je m'intéresse aussi à ce qu'on appelle les milices électroniques. Donc c'est les milices électroniques, les troll farms, okay. Voilà. Donc ces opérations de désinformation, de harcèlement, que vous avez dans beaucoup d'États autoritaires. Donc on connaît surtout les troll farms chinoises, les troll farms russes, parce qu'en plus elles contribuent à déstabiliser en fait nos démocraties, notamment en s'ingérant dans... Tu peux définir ce que c'est qu'une troll farm, une ferme de trolls? Très rapidement, sans entrer dans les détails, mais c'est... vous avez en fait des comptes qui sont des faux comptes, enfin, vous pouvez avoir des vrais individus derrière, mais des individus en fait qui gèrent plusieurs comptes. Et l'idée en fait, c'est par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'est par exemple vous avez
des dissidents. Vous avez, je sais pas moi, des Chinois ou des Marocains qui sont critiques en fait de leur gouvernement d'origine. Et en fait, l'idée c'est de faire taire toute critique, notamment sur les réseaux sociaux. Donc soit en fait en arrivant à mettre une sorte de bâillon électronique en fait, c'est-à-dire en faisant sauter le compte de la personne qui va émettre des critiques, en lançant une opération de harcèlement, etc. Mais vous avez même ça, les démocraties aussi ont des trolls farms, sauf que l'ampleur n'est pas la même, mais quand vous avez des macronistes en fait qui se... mais bref, on va pas trop rentrer dans... Et donc en fait, on peut voir en fait des opérations d'ingérence. Et c'est pour ça que je parle aussi de cette histoire franco-marocaine qu'on doit en fait... sur laquelle on doit échanger, parce que vous avez notamment l'instrumentalisation de faits divers autour du racisme en France par exemple, et ce truc de vouloir venir et dire regardez, en France on veut pas de vous, même si vous êtes né là-bas, même si ça fait 3 générations que vous êtes là-bas, en fait vous ne serez jamais français. Et c'est pas nouveau, parce que justement dans le livre je parle de la fameuse interview d'Hassan II par Anne Sinclair. Je ne me souviens plus en quelle année. C'était 94, je crois. Voilà, où il y avait l'actualité, c'était sur le séjour des étrangers, pour ne pas changer. Et lui, en fait, lui dit les miens, donc déjà, parce que oui, évidemment, on est ses sujets, ne s'intégreront jamais. Vous pourrez essayer, mais de toute façon, ça ne marchera pas. Et en fait, c'est un extrait d'interview beaucoup plus longue, qui est souvent utilisé par l'extrême droite, donc de Zemmour à Marine Le Pen, au Front National, et qui ressort à chaque fois, regardez, même le roi, et en gros le roi des bougnoules, parce que ça concerne aussi bien les Marocains que les Algériens, que les Tunisiens, regardez en fait, même lui le dit, donc quand nous on vous le dit, c'est qu'on a raison. Et donc, sauf que moi ce que je dis dans le livre, c'est que moi Hassan II, moi j'ai rien en commun avec lui. Oui, on est peut-être marocain, encore que lui en fait, sa famille en fait, tire son pouvoir de Dieu parce qu'ils sont descendants du prophète. Le prophète c'était un arabe, les Marocains sont berbères, amazigh. Donc déjà, même ça a priori ça nous sépare. Et surtout en fait, c'est un roi quoi, c'est même pas un bourgeois, c'est quelqu'un en fait qui n'a eu de cesse, qui a hérité et qui ensuite fait hériter le fait d'avoir pompé en fait les richesses de tout un peuple et de tout un pays, et qui a aussi poussé en fait à l'exil, mais pas qu'exil politique, le fait de vider en fait son pays de sa jeunesse, parce qu'au début donc on avait ces campagnes là on vient recruter dans les anciennes colonies. Des Algériens aussi ont travaillé dans les mines, mais pas... J'ai une très bonne amie, vous connaissez peut-être Faiza Gueye, une romancière talentueuse. En fait, mon père a travaillé dans les mines en fait, autour de Saint-Étienne, et donc qui est d'origine algérienne. Donc effectivement, il y avait ce truc-là de on va aller chercher du vivier du côté des anciennes colonies. Mais à un moment donné, c'était aussi pour le Maroc une manière de se débarrasser d'une jeunesse, de peuples contestataires, de contrées contestataires, notamment les Rifins. Donc il y avait un jeu politique en fait, il y avait même un jeu politique sur, en fait, on va punir telle région, donc on va pas leur ouvrir les embauches, et on va récompenser une autre avec... Donc derrière, en fait, c'est beaucoup plus complexe, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une histoire franco-marocaine, post-coloniale, franco-marocaine. Et donc cet extrait d'Hassan II qui explique à Anne Sinclair que en fait, on sera jamais intégré, il s'explique aussi parce que en fait, nos parents ont été des vaches à devises, quoi. C'est pas des vaches à lait, des vaches à devises, parce qu'ils n'ont jamais cessé, encore aujourd'hui, de soutenir en fait leur famille, leur village. Moi, le village de mes parents, quand on y allait l'été, quand on était petit, c'était bien, c'était Koh-Lanta avant l'heure. Partait un mois et demi, et pas d'électricité, et pas d'eau courante. Puis il y a des paysages magnifiques, mais bon, plus de 40 degrés à l'ombre, faut les supporter. Et puis parfois c'était même cure minceur, parce qu'en fait, on était là, on a grandi, on va aller au bled, on va maigrir, ça va être cool. Donc c'était très spartiate. Et les premières routes, les installations de groupes électrogènes, les premiers en fait, c'est ces hommes et ces femmes en fait qui les ont
apporter dans ces contrées enclavées. Et moi, je discutais avec des copains originaires du Mali, du Sénégal, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes histoires. Et donc, ouais, pourquoi donc, Hassan II en 94, et Troll Farm aujourd'hui et d'autres, donc via les mosquées aussi, on a utilisé en fait la religion, oui, comme un moyen en fait de faire taire toute contestation, d'empêcher toute conscientisation. Parce que ça je le dis aussi, moi mon père je l'ai jamais connu en moustache et ma mère je l'ai jamais connu sans voile. Moi je les ai connus avec une barbe et un hijab. Et pas parce qu'en fait mes parents sont les seuls à avoir connu cette évolution là, mais en fait pareil, quand on regarde en fait de manière un peu plus macro, ben en fait ça correspond à une période où en fait on a eu donc, des courants religieux, la guerre froide, le fait de devoir en fait combattre le Satan communiste, et au Maroc en fait au début des années 90 il y avait une contestation en fait de gauche qui se avant même les années 90 mais qui était encore plus importante à cette période là, et il y a eu un basculement et il y a eu une accentuation en fait religieuse avec une lecture en fait de la religion qui n'était pas de chez nous, qui venait en fait d'Orient et qui a donné ce qu'elle a donné, et donc en fait les mosquées sont devenues des lieux c'était des lieux de sociabilité, de socialisation, mais ensuite c'était un peu plus soutenu que ça parce que il fallait être en fait un bon croyant, une bonne croyante, et en tout cas à Mantes-la-Jolie, donc qui est une ville assez particulière parce que donc c'est une des premières villes en fait qui a en fait ce qu'on appelle les mosquées cathédrales avec un grand minaret, il n'y en a pas beaucoup en France, et c'est une ville où il y a eu aussi beaucoup de clientélisme, où il y a eu en fait une droite incarnée par Pierre Bédier, donc un ancien ministre de Chirac, je crois que c'est le ministre des prisons, et je crois qu'il a d'ailleurs fait de la prison, enfin bref, et où en fait il y avait ce truc de en fait on s'achète la paix, voilà, on achète des voix et du soutien en tout cas, et en fait on vous laisse agrandir la mosquée, on vous laisse faire vos trucs, on vous laisse mais en même temps je suis pas c'était pas noir ou blanc, parce que moi la mosquée ça m'a aussi il y avait aussi en fait c'était un lieu dans une cité qui devenait de plus en plus hostile, c'était un lieu où vous étiez un peu plus en sécurité, c'est un lieu qui vous donnait une estampille jeune femme, jeune fille sérieuse, ce qui est très dommage, hein. C'est un lieu où on a appris l'arabe standard. Moi, par exemple, j'ai appris en fait l'arabe de la littérature, des journaux, avant d'apprendre l'arabe marocain. Parce qu'à la maison, on ne parlait que Tachilhit. Parce que mon père était persuadé qu'un jour les Le Pen passeraient, et qu'en fait, on serait tous amenés à rentrer au bled, et qu'il fallait apprendre la shilha pour Tachilhit pour pouvoir parler à nos cousins et cousines. Donc c'était une obsession pour lui, donc il refusait de parler en français avec nous. Et donc pour lui, voilà, donc à la maison, et après on switchait, hein, parce que moi, avec mes frères et sœurs, on switchait, on parlait. En fait, on se disputait en tachèche, on se parlait en français. Donc voilà, je sais pas ce que ça révèle. Et donc à la mosquée, on a appris l'arabe, mais bon, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que j'aurais très bien pu aussi apprendre l'arabe à l'Institut du monde arabe, encore que je suis un peu critique de cette institution, ou même à l'école, même s'il y avait d'ailleurs des cours, hein, j'aurais pu en tout cas apprendre l'arabe dans un espace séculier, sans en fait idéologie, mais bon, il y a quand même eu des choses plutôt positives. Après il y a eu aussi, c'était aussi un islam entre guillemets sous le contrôle des autorités, et beaucoup de jeunes hommes, ce que je dis, beaucoup de jeunes hommes n'ont pas connu le djihadisme, n'ont pas été faire le djihad au Pakistan, etc., parce qu'en fait ils fréquentaient la mosquée. Parce qu'il y a du clientélisme, mais il y a quand même les renseignements intérieurs qui regardent ce qui se passe là-bas. Et donc, voilà, c'est... Ouais. Non,
je vois le temps qui tourne. Qu'est-ce que tu penses? On pourrait peut-être commencer les échanges? Ouais, bien sûr. Désolée, je suis partie. Non. Ouais. Donc si dans la salle vous avez des questions, des remarques. Je sais pas, moi c'est à toi de. Ouais. Il faut que je me déplace. Difficilement, mais il faut que je me déplace. Ah mince, oui. C'est pas grave. Je vais être un peu. Je suis pas sûre qu'il y ait une volonté politique en fait, ou en tout cas de ne pas vouloir. Je pense qu'il faut du temps. Encore aujourd'hui, on a des publications, on apprend encore beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale. En fait, il faut un temps, le temps que les historiens, que les générations d'historiens, de sociologues, etc., s'approprient le sujet. Et puis, il faut aussi rappeler, parce qu'une fois on m'a dit « Ah, mais rien n'existe là-dessus, ni sur les ouvriers ». Je dis « Non, le problème c'est que les chercheurs sont pas très bons en marketing ». D'ailleurs, ce qui est pas plus mal, parce que c'est pas ce qu'on leur demande de faire. Mais en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pépites qui existent. Et le problème, c'est que aussi la recherche est malmenée dans ce pays. Pas que la recherche, l'éducation, les enseignants. Moi, au début, j'étais un peu énervée contre plein d'enseignants. Après, je me suis rendu compte, en grandissant, je me suis dit, mais attends, la charge de travail, les gamins au quotidien, un ministère qui est absolument pas reconnaissant, des conditions de travail qui se dégradent, des salaires, franchement, vraiment, je me suis sentie honteuse, même à la fin, je me suis dit, ah ouais, avec les petits problèmes et tout. Non, mais vraiment, on maltraite les enseignants dans ce pays, et pas que dans ce pays, et la recherche est très mal, les conditions de recherche, et pourtant, on est un pays où on produit de la bonne recherche. Et dans tous les domaines, aussi bien en sciences sociales, quand en ce moment vous suivez tous les débats sur l'intelligence artificielle, on dit oh, la France est en retard, l'Europe est en retard. Non, c'est toujours la même en fait rengaine de droitard, pardon, hein, je n'ai plus de filtre. Sur ces sujets-là, on produit de l'excellente recherche en France. Et on nous envie en fait nos chercheurs partout. Moi, quand je raconte, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais dans un séminaire avec une chercheuse américaine qui nous a dit, une chercheuse d'Harvard, hein, qui nous a dit j'adore venir en France. Parce qu'en fait, à chaque fois que je viens, le niveau en fait me rappelle à quel point la recherche ici est merveilleuse, je me sens portée intellectuellement, etc. Et elle n'est pas la seule. Hein. L'année dernière, j'étais en voyage de recherche là-bas. Et en fait, en France, on a de la très bonne recherche, mais on a des moyens qui sont complètement... Puis on a même des ministres en fait, qui créent des complots sur l'islamo-gauchisme. Donc voilà, pardon. Et tu peux raconter un petit peu pourquoi ton frère il a décidé de mettre son fils dans l'enseignement privé catholique. Dans l'enseignement privé catholique. Oui, mais d'ailleurs il me disait j'en ai un peu honte, etc. Parce qu'en fait lui est du côté toujours de Mantes. Et en fait malheureusement le niveau d'enseignement en fait dans l'école publique, faute de moyens, est problématique, l'encadrement est catastrophique. Et il me dit moi je veux donner toutes les chances à mon fils. Moi, j'ai pas fait de grandes études, je veux que mon fils fasse de grandes études. Et c'est dommage, et effectivement, c'est dommage parce qu'en fait, l'école publique, laïque, républicaine, gratuite, en fait, elle est malmenée. Vous avez en fait des groupes privés d'enseignement catholique qui en profitent, et pas que catholiques, hein, parce que vous avez maintenant les établissements en fait, musulmans, mais il n'a pas choisi de les mettre dans un établissement musulman. Donc voilà, ça révèle aussi des choses, donc j'ai pas été trop loin dans cette discussion. Et en fait, je lui dis, écoute, je comprends parfaitement. Mais de toute façon, on a même un ministre de l'Éducation nationale dont les gamins, en fait, ont été à l'école alsacienne, quoi, et dont la femme est sociologue. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, franchement, si on peut pas te pardonner à toi, je veux pas qu'ils... Mais bon... Le ministre actuel, Pap Ndiaye. Oui, Pap Ndiaye, oui. Ouais. C'est une information publique, hein. Oui, je vous remercie pour votre propos qui m'a fortement intéressé, ainsi que toutes les interventions qui précèdent la mienne. Moi, je voulais revenir concernant l'histoire de votre père et de votre mère. Oui. Un tout petit peu, puis après partir sur le champ du travail qu'a pu connaître votre père et ses collègues de l'époque. Alors, d'abord, je voulais remercier et saluer tout le courage ou la folie des primo-arrivants qu'ils étaient à 18, 25, 30 ans. C'est de la folie, ne parlant pas la langue et débarquant dans des foyers ou des chambres. Voilà.
Ça, c'est la première des choses, c'était leur courage, leur bravoure, leur folie, leur engagement, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à quel moment votre père et ses collègues de promo, on peut dire, ses camarades de travail, de mine, a su, parce qu'ils ont signé un contrat de travail, dans ce contrat de travail, ils arrivaient seuls, célibataires, et c'est qu'après qu'est intervenu le regroupement familial. À partir de quel moment ils l'ont su et que ça a été mis en place pour qu'ils se marient, qu'ils puissent fonder une famille. Puisqu'effectivement, dans l'histoire négrière, en fait, ce sont des bêtes de somme, quoi. En gros, c'est une force de travail qui devait être consommée, et puis une fois que le citron était complètement pressé, on le jetait. À partir de quel moment l'aspect humain de ces populations de travailleurs, force de travail, ont pu accéder à une certaine dignité humaine par le mariage, le regroupement familial. Est-ce que ça, vous l'avez? Là, c'est un livre qui n'est pas socio-recherche, mais malgré tout, vous pouvez peut-être nous en toucher un petit mot. Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, ils étaient tous célibataires, c'était même un des critères, parce que de toute façon, on les voulait jeunes. On mentait même sur leur âge. Mon père, je le dis, il était mineur, mais en fait, on a menti on l'a vieilli, parce qu'en fait, on ne pouvait pas le faire venir à l'âge qu'il avait, et c'est pas le seul. Et donc l'idée, c'était vraiment, aussi bien en fait, la part des ouvrières que mon père et de ses comparses, c'était d'y aller, en fait, eux, effectivement, de les presser comme des citrons. Et donc eux disent, nous de toute façon on voulait se faire presser. En gros c'était ça, parce qu'il y a notamment un monsieur dans le documentaire, monsieur Chakouk, qui dit en fait en amont on nous faisait des cours de sécurité et on nous montrait le feu, les coups de grisou. Et il dit mais moi en fait je le voulais ce feu. C'est très fort enfin je le voulais ce feu, pourquoi? Parce qu'en fait il n'y avait rien derrière. Et puis en plus ils ont pu voir que en fait on vécu une mobilité sociale ascendante par rapport aux cousins, aux frères, aux neveux laissés derrière eux, même si effectivement ils ont donné leur santé, mais en fait c'était mieux pour eux, c'était mieux pour leur famille, pour celles et ceux laissés derrière. Et donc en tant que célibataire, en fait ils vivaient alors moi c'est vrai qu'on a parlé du qualificatif négré des ouverts, etc. Moi je suis un peu plus nuancée quant à l'usage de ce terme, parce qu'en fait on connaît l'histoire notamment de la traite négrière et on sait que c'est différent. Oui, non, bien sûr, mais c'est juste parce que j'y pensais il y a un petit moment et je voulais le redire. Mais effectivement, leurs conditions étaient différentes des autres. Mon père, par exemple, a été logé dans un ancien baraquement allemand. Et moi, au début, je me disais, peut-être que sa mémoire lui fait défaut, parce qu'en fait, on est reparti en fait, sur les lieux à la recherche des fosses dans lesquelles il descendait de ce fameux baraquement, mais en fait, il n'y avait plus rien. Tout a été rasé. Il restait quelques trucs, parce que en fait, l'UNESCO a financé je ne sais plus quoi. On retrouve en fait, il reste quelques puits de mines, mais qui sont devenus, donc il y a le fameux musée de Le Havre, où en fait des décos qui existent encore, mais en fait, il y a une politique d'effacement, parce que c'est une histoire douloureuse, l'histoire minière. Le Nord, aujourd'hui, et c'est ce que je dis aussi, j'en ai honte, mais j'avais un a priori négatif sur le Nord, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le voir, et puis quand j'allumais la télé, c'était ou trop ou les ch'tis, quoi. Donc il n'y avait pas de juste milieu, et en plus je connaissais pas l'histoire. Et quand mon père me parle de son attachement au Nord, au début je le regarde, je dis mais de quoi il me parle, quoi. Et en fait je comprends que le Nord c'est sa jeunesse, c'est là-bas qu'il a bu sa première limonade, c'est là-bas qu'il était à la piscine pour la première fois de sa vie, c'est là-bas qu'il était au cinéma, parce qu'on leur organisait quand même des moments de sociabilité. Le dimanche, il y avait, on leur diffusait des films égyptiens ou autres, même s'ils étaient absolument pas arabophones. Enfin, mon père me dit, et il me l'a dit après, parce que mon père maintenant me raconte des histoires. Je dis mais t'étais où en fait quand je faisais des interviews et que je te disais que je voulais sortir un livre? Il me dit il y a trop d'histoires, j'ai pas eu le temps. Il me dit moi quand j'arrive, j'entends des gars parler, des Marocains parler d'Elija, arabe marocain. Il dit pour moi c'était du portugais. Un portugais à côté et le mec en Dalija, je ne comprenais absolument rien. Et vraiment, il sortait de sa campagne et c'était pas le seul. Et donc,
Le nord, c'est ça pour lui. Mais donc, ils sont dans ces baraques. Donc, des baraques complètement... c'est un baraquement militaire. Donc, je pense que déjà, eux, ils arrivent, ils sont frappés par le froid qu'il y a dans le nord. Il neige. La neige, ils ne l'ont pas vue. Même si à l'Atlas, on peut voir des... Et encore, il faut vraiment être plutôt de la région de Marrakech, en fait, pour... eux, voilà, la neige, c'est exotique. Et en fait, on les met baraques de célibataires. Il y a très peu de familles, en fait, qui sont venues... très peu d'hommes qui sont venus, en fait, avec une femme et des enfants. Et j'avoue que je n'ai pas creusé la question pour comprendre, en fait, qui... Ça serait intéressant à rechercher, parce que dans les conséquences de cette... embrigadement de main-d'œuvre, il n'y avait pas de projet familial. Du tout. Ah non, le absolument pas. Et donc les conséquences sur le regroupement familial qui va suivre va enclencher d'autres problématiques. Bien sûr. De la deuxième génération, des problématiques etc., etc. Pour avoir discuté avec des personnes. Et le deuxième propos, ma question, j'ai discuté avec des gens qui étaient à l'époque en santé au travail. Une fois que le jeune expatrié primo-arrivant venant bosser ne connaissant pas la langue bénéficiait d'un deuxième examen, un examen de santé de sélection, voir s'il n'y avait pas de tuberculose, etc. Et alors on m'a sorti dans la discussion, moi je suis primo-arrivant ici, mais je suis lettré, etc. Et je travaille en santé au travail. Et donc, quand j'ai discuté avec cette personne, elle me dit oui, vous savez, l'examen qu'on leur passait, ça coûtait 25 francs de l'époque. Je lui ai dit mais attendez, vous vouliez des gens solides, valides, non contagieux, etc., etc. Il fallait rentabiliser leur truc, donc c'était la moindre des choses pour vous. Et le deuxième point, c'est ce que j'ai posé comme question, puisqu'elle suivait. Je lui ai dit, mais vous aviez quel âge à l'époque, puisque vous étiez brillant jeune médecin, quel âge vous aviez quand vous examiniez ces mêmes personnes? Il m'a dit, j'avais le même âge, 27 ans, 26 ans. Je lui ai dit, vous espériez fonder une famille ou pas? Il me dit, bien entendu. Et je lui ai dit, ces jeunes arrivants, vous pensiez qu'ils n'allaient pas fonder de famille? Il me dit, ah oui, effectivement. Donc, oui, le projet de ce recrutement massif, inintelligent au possible, mais finalement les gens avec la résilience, le courage, la résistance, la cohésion, la dureté des mines ou de ce que vous voulez, a fait que ces gens ont tenu, ont résisté, puis jusqu'au regroupement familial, ils ont fondé, ils avaient droit à une vie amoureuse, à une vie familiale, à une espérance de vie comme tout un chacun, sauf que la France n'avait pas ça dans son projet, et notamment les industriels, les financiers, etc. On a de la main-d'œuvre, une fois qu'on a, hop, ils repartent. Et donc, ça, c'était un point qu'il faudrait peut-être... Non, mais c'est passionnant. Et ben, si ça vous intéresse, parce que vous êtes dans le métier de la santé professionnelle, il y a un ami, collègue au lycée qui s'appelle Sandrino Graceffa, qui est lui-même, en fait, enfant de mineur italien, c'est encore une autre histoire, et qui est né, qui a grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, qui fait une thèse, en fait, notamment sur les médecins des mines. Parce qu'en fait, il travaille sur la question de l'autonomie au travail. Et des formes un peu hybrides. Société de secours minier. Pardon ? Les SSM, les sociétés de secours. D'accord. Et en fait, parce que ça s'intéresse à la notion d'autonomie et de forme un peu hybride, de salariat autonome, etc. Et les médecins des mines, en fait, avaient un statut particulier. Et voilà, Sandrino Graceffa, la thèse n'est pas encore en ligne, mais... et l'autre question, c'était combien de personnes vous connaissez comme votre père, qui ont été au fond de mine, ont développé de la silicose, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont été bien pris en charge, etc. En la matière. Et puis enfin, quand il a basculé, et j'ai bien lu Robert Linard, sur les papiers bien entendu, c'est un best, sur les 3-8, sur les expositions au carbone, à l'amiante, etc., etc. Oui. Est-ce que votre père est sourd, porteur de prothèses auditives? Est-ce qu'il a développé des canaux carpiens, etc., en termes d'usure précoce? Est-ce que je veux dire? Et ses collègues, bien entendu. Et puis je repasse le micro parce qu'il y a tellement de choses. Non, merci beaucoup, c'est passionnant. Merci. Mon père est chanceux, pour le coup, même si, il est fatigué, il a un diabète, mais franchement, il pète la forme, il court vite, il me dépasse à la course, non mais vraiment. et il court vite, d'ailleurs, j'ai appris, j'ai pas pu le mettre dans le livre, qu'en fait, ils avaient
une équipe de foot et que c'était l'attaquant, mais bon voilà, donc il m'a dit parce que je courais vite. Je dis ok, je savais pas jouer au foot, mais je courais vite. Ah non, ouais, des fois, quand on va à la plage, il veut faire la course et franchement, il court vite. Donc voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo, je la posterai. Je fais ça. Mais donc, lui, la seule chose les seuls vestiges en fait de la mine ou de Renault, c'est en fait des bouts de charbon sous la peau. Parce que, donc il m'expliquait, en fait, quand on sortait de la mine, il fallait vite se nettoyer dès qu'on avait du charbon, parce que sinon ça s'incrustait. Et donc il en a dans le dos, dans les bras, c'est assez impressionnant. Il a un problème à l'œil, je crois que c'est l'œil gauche. Et en fait, il ne nous l'a jamais dit. Il l'a toujours eu, donc depuis la mine, parce qu'en fait, il a eu un débris de charbon qui lui est tombé dessus. Mais ça n'a pas empêché qu'il aille chez Renault, qu'il bosse ça. Et c'est juste dernièrement, quand il a eu un problème de cataracte, etc., on dit, mais monsieur, vous dites, ah oui, mais ça fait des années que j'ai ce problème-là. Et les oreilles, là, pour le coup, c'est le bruit, en fait. Le bruit, la mine, mais les presses, on lui dit les presses, et parce que même mon frère, et j'en parle dans le livre, parce que je dis, quand j'étais petite, j'étais une petite peste pipelette, et je parlais beaucoup, et en fait, je comprenais pas que le silence, c'était, et je détestais même le silence, ça me... Punition. Oui, parce que quand je parlais beaucoup, et que mes sœurs en avaient marre de moi, elles appelaient mon père, et en fait, mon père me disait, tu viens, tu restes à côté de moi. Dans le salon devant Claire Chazal. Donc moi pendant des années j'ai détesté Claire Chazal parce que il y avait le générique Claire Chazal et en fait pour mon père voilà, le seul bruit qu'il pouvait tolérer c'est une personne qui parle ou le journal mais en fait et ça j'ai compris ça mais de toute façon il n'y a pas que mon père il y avait l'adaptation de Retour à Reims en documentaire de Didier Hérimont où il y a beaucoup d'archives en fait de films indépendants, de films ouvriers, d'images d'ouvriers. Et en fait, il y a une scène qui m'a marquée d'un ouvrier en fait, qui explique qu'il ne supporte plus le bruit. Et que quand il rentre chez lui, il n'a qu'une envie, en fait, c'est de partir parce que en fait, il ne supporte pas le bruit de ses enfants, il ne supporte pas le bruit. Et donc, il va pêcher et il veut être au calme. Et ça, moi, j'avais pas saisi à quel point, en fait, le silence, en fait, c'est même c'est même... l'accès au silence est discriminé. Ouais, je sais pas, en fait, tout le monde n'a pas le droit au silence, quoi. C'est un privilège, voilà, exactement. Et concernant ses copains, malheureusement, oui, certains... alors moi, j'en connais pas de proches qui sont tombés... qui ont été très malades, mais dans le documentaire, on en a certains qui sont pas en forme. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je me disais, en fait, voilà, si ça peut au moins servir à mettre, en fait, en boîte ces témoignages-là qui risquent de plus... être là, au moins j'aurais pu contribuer à faire ça. Mais par contre, ouais, à la chaîne, il y avait des accidents. Je raconte une scène où ma mère dit en fait, quand deux collègues, deux copains, deux voisins sonnent à l'heure où ton père doit arriver, où il est en retard, tu dis en fait c'est fatal, soit il est mort, soit il a un membre en moins. Surtout quand il était aux presses. Et en fait, une fois, on sonne, donc ma mère me dit, je vous rappelle, la porte me dit, il est vivant, c'est juste qu'il a un problème au doigt. C'est la première phrase. Mais je me souviens qu'on avait deux voisins qui étaient morts parce que ils se sont retrouvés à l'usine là pour le coup, parce que j'ai pas connu à l'usine. Et voilà, donc ouais, elles sont documentées par contre ces questions de... Parce qu'en fait, il y a même eu, parmi les discriminations que les mineurs marocains ont pu vivre, je pense que d'autres mineurs étrangers ont vécu la même chose, il y avait aussi beaucoup de maladies professionnelles qui n'ont pas été reconnues comme des maladies professionnelles, tout simplement. Et ça, en fait, voilà, ça vous prive d'un tas de choses, au-delà même de la simple reconnaissance, même